pour ouvrir ce congrès du SNEL, construire ensemble de l'Europe à l'Union européenne. Pour démarrer ce congrès 2026, ils seront deux ici à s'avancer. Elle est députée européenne, ancienne maire de Strasbourg. Lui est professeur d'histoire contemporaine à Sciences Po Strasbourg, qu'il a d'ailleurs dirigé. Merci d'accueillir Fabienne Keller et Sylvain Schirman. Bonjour à vous deux, Fabienne Keller, Sylvain Schirman, merci à vous de vous avancer, d'être sur la scène de ce congrès du SNEL avec une carte blanche d'abord pour vous deux. Carte blanche, vous allez avoir 20 minutes chacun pour vous exprimer avant de regagner le salon, ici, juste à nos côtés, pour continuer sous un format un peu table ronde, avec ces 20 minutes au cours de laquelle vous nous expliquerez, Fabienne Keller, pourquoi de construire ensemble au quotidien au Parlement européen à Strasbourg et parfois même quand certains travaillent à déconstruire. Vous nous raconterez tout ça. Mais avant cela, Sylvain Schirman, c'est vous qui allez rejoindre le pupitre, si vous le voulez bien, pour nous raconter comment les défis ont été relevés par nos aînés, les défis de la construction européenne. Sylvain Schirman, c'est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup au SNEL pour l'invitation à venir pendant une vingtaine de minutes présenter un peu une réflexion sur le construire ensemble européen j'allais dire des débuts jusqu'à l'Union européenne. Je voudrais tout de suite vous dire, vous êtes ici dans un endroit historique, puisque c'est dans ce palais des congrès que le 7 et 8 décembre 1989 s'est tenu le fameux sommet de Strasbourg, qui avait été à l'époque présidé par François Mitterrand. Le lendemain de ce sommet, une des grandes plumes du monde, André Fontaine, qui était alors aussi son directeur, avait titré dans Le Monde « Le sommet du marchandage ». Que s'est-il passé ici le 7-8 décembre 1989 ? Eh bien, les chefs d'État et de gouvernement, réunis ici même, avaient à l'ordre du jour l'examen du rapport Delors. Jacques Delors avait fait un rapport sur l'union monétaire et on devait décider dans cette ville de savoir si on allait lancer cette union monétaire qui devait compléter l'union économique qui est partie avec l'acte unique quelques années auparavant. Mais entre-temps, et juste avant ce sommet, un mois, jour pour jour, le mur s'est effondré à Berlin. Et par voie de conséquence, les chefs d'État et de gouvernement qui sont entrés dans cette salle ne pouvaient pas ignorer la proposition du chancelier Helmut Kohl d'une réunification dans les meilleurs délais, puisqu'il avait proposé le 25 novembre 1989, quelques jours avant ce sommet, un plan de réunification pour l'Allemagne. Et les 12 hommes et femmes qui se sont retrouvés ici, eh bien, ne pouvaient pas faire abstraction de ce contexte. D'un côté, un ordre du jour, l'union monétaire, d'un autre côté, un contexte. Et au point de départ, les positions étaient relativement claires. Quand Mme Thatcher, je rappelle quelques vieux souvenirs, est entrée dans cette salle au sommet de Strasbourg, elle ne voulait ni de la monnaie unique, donc ni de l'union monétaire, ni de la réunification allemande. François Mitterrand, lui, souhaitait la monnaie unique, c'était pour lui la meilleure façon d'amarrer le franc au Deutschmark, et demandait pour la réunification allemande, à laquelle il n'était pas opposé, un certain nombre de garanties. Le chancelier Kohl, bien évidemment, souhaitait qu'on lui accorde une espèce de satisfecit pour aller vers cette unification allemande, mais en même temps, il ne pouvait pas faire abstraction d'une opinion allemande extrêmement attachée au Deutschmark, monnaie puissante parmi les monnaies puissantes de l'Europe, et qui n'entendait pas sacrifier sur l'autel de l'union monétaire cette devise internationalement reconnue. Donc vous voyez les positions.
À peu de choses près, l'Espagne, le Portugal, les 3 États du Benelux, voilà les seuls qui souhaitaient au départ et la réunification et la monnaie unique sans réserve. Et donc, quand André Fontaine explique que c'est le grand marchandage, c'est un peu ça qui s'est passé ici pendant 2 jours. Parce que quand on sort de ce sommet de Strasbourg, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a d'un côté adopté la mise en route de l'union monétaire en 3 étapes, mais on a pris soin de laisser la dernière étape ouverte, c'est-à-dire qu'on a mis en place cette fameuse clause d'opting out. Les pays qui veulent de la devise unique peuvent la prendre, ceux qui n'en veulent pas peuvent rester en dehors de la monnaie unique, mais à condition de respecter les étapes 1 et 2 du processus. Voilà. On a ensuite adopté une déclaration de soutien à la poursuite des transformations entamées en Europe de l'Est, en Pologne, en République tchèque. On est en pleine révolution de velours quand ce sommet se tient, et aussi au processus de démocratisation entamé en Allemagne de l'Est. Et pour soutenir ce mouvement, les 12 décident ici de la création d'une banque européenne de reconstruction-développement qui est destinée à financer ces transformations en Europe de l'Est. Jacques Attali, pour mémoire, sera nommé premier président de cette institution. Enfin, un texte beaucoup débattu accorde un soutien à un processus de réunification allemande. L'adoption de ce texte a été facilitée par le fait qu'ici, Helmut Kohl a renoncé, contre l'avis de son opinion publique, à conserver le Deutschmark, donc à entrer dans la 3e étape et donc à sacrifier le Deutschmark. Il faut dire que Kohl a pris un risque parce que ni la France ni le Royaume-Uni, au moment où ce sommet se termine, n'avaient donné leur feu vert à la réunification. Et je vous rappelle que les 2 pays disposent d'un droit de veto, au même titre que les soviétiques alors et que les États-Unis. Donc, le marchandage, vous l'avez, vous voyez le résultat. C'est, si vous me permettez cette réflexion, un moment parmi tant d'autres de ce qu'est le construire ensemble européen. Celui-ci est fait d'intérêts à défendre, de compromis à trouver, de renoncement à opérer, Kohl renonce au Deutschmark. Il est fait de priorités nationales à satisfaire, mais aussi de priorités communes à satisfaire. Et il est fait enfin de procédures à respecter, parce que c'est dans le cadre d'un Conseil européen, avec encore sur ces sujets à l'époque, la nécessité du consensus. La majorité qualifiée, elle n'est pas encore devant nous avec ces beaux jours. Donc, que faut-il en retenir? J'avais commis en 2007 un ouvrage qui s'appelait « Penser et construire l'Europe de 1919 à 1999 ». Et donc, j'ai essayé dans cet ouvrage de me focaliser sur cette question, ce processus qui conduit à l'Union européenne. Penser et construire l'Europe, c'est d'abord répondre à un faisceau de questions. Qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut un État européen ou pas? Si on veut un État européen, de quelle nature doit-il être? Doit-il ressembler davantage à un État unique fédéral? Doit-il ressembler à une forme de confédération? Doit-il ressembler à une forme d'organisation internationale? Faut-il se contenter d'un concert européen? Tout ça, c'est un ensemble de questions auxquelles il faut répondre. Ensuite, il faut répondre à la question de la finalité. Pourquoi on construit? Qu'est-ce qu'on souhaite à travers cette coopération politique? Est-ce qu'on veut pacifier des relations entre États qui ont été souvent des rivaux à travers l'histoire, et on est bien placé dans cette ville pour le savoir? Qu'est-ce qu'on veut encore? Est-ce qu'on veut assurer, après des guerres meurtrières, une forme de développement économique et social qui nous permette de retrouver de la croissance, un niveau de vie décent et une protection sociale? Est-ce qu'on veut s'affirmer comme puissance
sur la scène internationale, retrouver du lustre, du prestige. Ensuite, il faut interroger la méthode. Comment on veut construire? Les fonctionnalistes vous diront l'économie est le moyen par lequel on construit le mieux. On unifie progressivement des secteurs économiques, puis on passe à un marché unique, on cale la monnaie là-dessus, et ça avance, on fait du politique. Mais d'autres penseurs ont songé à la culture comme moyen d'unification, et d'autres pensent que ce sont les institutions qui doivent être prioritaires. Or, je voudrais peut-être en 2 mots vous dire très simplement, la réponse à cet ensemble de questions, elle dépend très largement du contexte dans lequel on se trouve. Ça ne vous surprendra pas de la part d'un historien d'insister sur le contexte. C'est un contexte qui imprime ses priorités, c'est un contexte qui imprime sa marque, et cela permet un cheminement assez original qu'est se construire ensemble européen. En 2-3 mots, au lendemain de la Première Guerre mondiale, lors des toutes premières tentatives de construction européenne, je renvoie à ceux qui le connaissent au plan Briand, Aristide Briand 1929, qu'est-ce qui est central? La construction européenne, c'est essentiellement, c'est d'ailleurs dans le projet Briand, une affaire d'État. C'est intergouvernemental, il y a très peu d'acteurs autres que les États au centre du dispositif. Et l'objectif de Briand, à travers son projet de fédération européenne, il est très clair. Il s'agit d'encadrer l'Allemagne. Donc, c'est un dispositif sécuritaire pour le reste de l'Europe. Et, pour continuer un peu, quels sont les autres acteurs à côté des États? Très peu d'autres acteurs. Vous avez d'un côté les organisations internationales, la Société des Nations, parce que le dialogue se déroule chez elles, à Genève. Et ensuite, vous avez un certain nombre de mouvements élitistes pro-européens, on les appellerait européistes aujourd'hui, j'en pense par exemple au mouvement pan-européen de Koudnov-Kalergi, ou alors à la revue L'Europe Nouvelle d'une personne qui nous est chère à Strasbourg, Louis Weiss. Vous n'avez absolument aucun relais vers les associations professionnelles, vers les structures syndicales, vers les opinions publiques. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les lignes bougent sous l'effet du contexte. L'Allemagne, vous n'avez plus besoin d'en avoir tellement peur. Elle est ruinée en 1945. C'est un non-État. C'est une nation, mais c'est un non-État. Vous avez ensuite, après 1945, ce qui n'était pas tellement le cas au lendemain de la Première Guerre mondiale, une Europe ruinée. Elle est détruite de Brest à Brest-Litovsk, pour reprendre une vieille formule. Il faut reconstruire toute cette Europe. Vous rentrez enfin dans une guerre froide, qui est accompagnée aussi d'un mouvement de décolonisation. Et c'est dans ce contexte-là que ce qu'on appelle les pères de l'Europe réfléchissent la construction européenne. Cette Europe, les créateurs, ils n'ont pas donné de forme définitive au point de départ. Ils ont simplement laissé ouvertes 2 voies. La toute première, c'est la voie intergouvernementale. Le Conseil de l'Europe en est l'exemple type. Vous retrouvez les mêmes derrière la création du Conseil de l'Europe, quelques variantes près, Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de la France, qui négocie le traité de Londres qui fonde le Conseil de l'Europe, et vous le retrouvez dans la deuxième voie que lui-même et Jean Monnet ouvrent 1 an et demi après la création du Conseil de l'Europe, la voie supranationale qui passe par la CECA, créée par le traité de Paris le 18 avril 1951. Et donc, ce traité de Paris de 1951, il vous donne le chemin du supranational à travers la CEE jusqu'à l'Union européenne. Mais on n'a pas fermé la première voie. Le Conseil de l'Europe existe toujours et encore, et nous avons toujours d'autres organisations européennes intergouvernementales.
Partant de là, je vais m'intéresser à cette seconde voie, celle qui nous intéresse davantage. Eh bien, après la Seconde Guerre mondiale, mes acteurs du processus deviennent beaucoup plus nombreux. Ils deviennent beaucoup plus nombreux parce que les États, ils sont toujours là, et je dirais même relativement au cœur du processus, encore et toujours, eh bien, ont choisi de créer des institutions. Et dès lors, votre dialogue se complexifie, parce que vous avez un dialogue entre États et institutions, appelons-les européennes, et vous avez ensuite un dialogue entre les institutions européennes. À partir du moment où vous créez, par exemple, dans la première communauté, une haute autorité, l'ancêtre de la Commission, une assemblée parlementaire, l'ancêtre du Parlement européen, que vous créez une cour de justice et que vous créez un conseil économique et social, vous ne pouvez pas empêcher ces institutions de dialoguer entre elles. Elles dialoguent avec les États et elles dialoguent entre elles. Et donc, mon construire ensemble, eh bien, il devient un tout petit peu plus complexe. Ajoutez-y qu'à partir du moment où vous avez une assemblée parlementaire, eh bien, vous faites entrer les forces politiques dans la discussion, quelles qu'elles soient. Là, je voudrais dire juste un mot, vous avez des anti-européistes dès le départ. Les partis communistes français et italiens qui ont des représentants dans la première assemblée parlementaire, eh bien, critiquent ce processus en permanence. Donc, mes opinions commencent à avoir des relais dans les structures, relais politiques sous toutes leurs formes, et avec un conseil économique et social, vous avez des relais syndicaux et des relais professionnels, puisque les associations de producteurs, les associations patronales, les associations syndicales sont représentées. Vous pouvez continuer ainsi votre cheminement à travers cette construction européenne. Bien évidemment, ces dialogues sont nourris par les mouvements européistes, et là aussi, vous voyez qu'il y en a davantage après 1945 qu'avant 1945. Parce que si le mouvement pan-européen continue, si l'Europe nouvelle se restructure, vous avez, depuis la déclaration de Ventotene et d'Altiero Spinelli, un mouvement européen qui se fait et qui milite pour une Europe de nature fédérale et qui alimente tous les acteurs avec projets, idées, etc. Jean Monnet lui-même fonde en 1955, le titre est assez explicite sur la finalité, le Comité d'action pour les États-Unis d'Europe. Voilà l'objectif. Et donc ces mouvements se diversifient et il n'y a pas un seul grand parti politique qui n'essaye de mettre en place son think tank de réflexion sur les questions européennes. Et donc, à partir de là, d'autres acteurs, voyant le processus en cours, s'invitent. Je veux juste vous donner deux exemples d'acteurs qui s'invitent dans cette discussion. Les églises, le pape parle, Pie XII est le premier pape à s'exprimer sur la construction européenne. Et depuis lors, vous pouvez les prendre les uns après les autres, Pie XII, Jean XXIII, Paul VI, Jean-Paul II, et j'en passe, se sont exprimés sur le sujet. Ça va de soi, mais vous ne serez pas surpris si je vous disais que, par exemple, des mouvements, comme le mouvement sportif, parlent sur les problèmes européens. Voilà. D'ailleurs, la création de l'Union européenne de football association, je m'adresse là aux amateurs de foot dans la salle, elle est née en contre-coup de la construction européenne, puisqu'elle date de 1956, et qu'on a régionalisé en Europe une forme de petite FIFA. Donc tout le monde est là-dedans. Simplement, pour aller tout doucement vers la fin de mon intervention, ce que je voulais vous dire, tous ces acteurs bénéficient de la part des opinions publiques de ce que nous appelons en histoire politique un consensus permissif. Il n'y a jamais eu de vote, mais les citoyens accompagnent ces acteurs, leur font confiance, laissent faire. Parce que tout le monde a compris aussi, en deux mots, que cette construction, elle avait des contraintes, et elle était contrainte. Première contrainte, elle est limitée à l'économique et au social, dans cette phase-là. Deuxième contrainte,
les États sont prêts à déléguer de la souveraineté, mais pas à l'abandonner. Et si vous voulez une preuve, le Brexit est l'exemple le plus frappant dans les temps récents. Troisièmement, les questions de sécurité, si essentielles, relèvent de l'OTAN. Personne ne débat plus des questions de sécurité dans cette construction européenne. Et les tiers, les États extérieurs, les grands pèsent sur cette construction. Tout le monde l'a vu, donc on fait confiance. Les lignes bougent dans les années 70. Très vite, elles bougent parce qu'on va intégrer maintenant les opinions publiques. De deux manières. Dans les années 70, il y a pour la première fois 2 référendums sur la construction européenne, les 2 en 72, l'un en Norvège, sur leur demande d'adhésion. On demande au peuple norvégien, êtes-vous d'accord ou pas? Vous connaissez la réponse, c'est un non. Mais surtout, le président Pompidou demande aux Français s'ils sont d'accord pour l'élargissement de 1973 au Royaume-Uni et aux autres pays. Et le peuple français s'exprime pour la première fois, à l'époque, favorablement. Ça, c'est une première ligne qui vous fait entrer les opinions dans le débat. Et la deuxième ligne qui a bougé, c'est la décision au sommet de Paris en 1974 de faire élire les députés européens au suffrage universel. Et donc, à partir de 1979, les opinions publiques rentrent dans le débat européen à travers cette élection au Parlement européen. Bien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut en retenir jusqu'à présent? Le construire ensemble, eh bien, a fonctionné assez bien jusqu'à ce moment-là sur le consensus permissif. À partir du moment où vous faites entrer les opinions publiques, cela devient plus difficile et plus complexe. Quand vous donnez la parole aux citoyens, ils prennent la parole. Qu'est-ce que vous voulez? On ne le découvre pas ainsi. Et donc, ce contexte où les citoyens commencent à prendre la parole, de l'acte unique, en gros, 86, à l'Union européenne, eh bien, il produit un certain nombre d'éléments importants. Parce que, dorénavant, le projet européen que vous imposiez sur la scène internationale, il va falloir l'imposer aussi à l'intérieur. C'était jamais discuté avant. On avançait, faisait confiance aux dirigeants. Et là, quand on veut l'imposer à l'intérieur de ce qu'on appelle l'Union européenne, eh bien, vous avez un certain nombre de réactions qui montrent que le consensus permissif, c'est terminé. Les opinions pèsent davantage. Maastricht, c'est une rupture de ce point de vue-là. Juste 2 mots. Regardez le référendum au Danemark sur la ratification de Maastricht en 92, c'est le non qui l'emporte. Regardez le débat de ratification de Maastricht en France en septembre 92, le oui l'emporte de justesse. Et vous pouvez continuer. Vous avez un non irlandais en 2001, vous avez de nouveau un non français, un non néerlandais en 2005. Pourquoi? Eh bien, si vous voulez construire un projet politique, il faut non seulement l'imposer sur la scène internationale, et c'est déjà difficile, c'est-à-dire aux autres acteurs, mais il faut aussi qu'à l'intérieur, et donc que le citoyen en fasse son projet. Et là, c'est la nouveauté de Maastricht. On mesure, à travers cette rapide traversée un peu historique, le défi que constitue la construction européenne, permettre, juste dire ce mot, à ceux qui regardaient une carte, est un simple Finistère d'un continent eurasiatique. Nous sommes ça, un simple Finistère du continent eurasiatique, de préserver une identité qui est faite de 3 éléments que vous ne retrouvez jamais assemblés ailleurs sous cette forme-là: la démocratie et l'état de droit, la protection sociale. Vous avez des démocraties, mais qui n'ont pas ce niveau de protection sociale que nous avons, avec toute une série de normes et des normes environnementales. Voilà un certain nombre d'éléments qui constituent une identité européenne et que ce Finistère doit impérativement préserver. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci à vous, Sylvain Schirman. Je vous laisse basculer au coin salon. Et à présent, c'est Fabienne Keller qui va pouvoir s'avancer au pupitre pour nous raconter les coulisses de votre travail de député européenne. Je vous laisse vous avancer. Vous avez 20 minutes et ensuite, vous poursuivrez l'échange avec Sylvain Schirman. C'est à vous. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre invitation. Je suis très touchée de parler devant autant de femmes et hommes, chefs d'établissement en responsabilité auprès des enfants, des familles, des enseignants, des équipes éducatives. Donc bravo pour votre engagement. J'ai beaucoup de respect et d'admiration pour vos fonctions. Donc voilà, je suis vraiment impressionnée de parler devant autant de chefs d'établissement de l'enseignement libre. Bravo à vous. Voilà, alors Sylvain Schirman, avec beaucoup de brio, a expliqué l'histoire et les grandes lignes de force de la construction européenne. Et moi, je suis un ouvrier dans ce Parlement européen, qui est une institution incroyable. On est 720, on parle 24 langues, et on arrive à faire des trucs ensemble. Alors que, comme nous sommes élus au suffrage universel direct, vous l'avez rappelé, on est de tout. De tous les horizons, de toutes les sensibilités, de tous les styles, de toutes les tailles. Construire ensemble, c'est le thème de votre congrès. Eh bien, j'étais assez touchée par le fait qu'il n'y a pas une formule meilleure pour décrire ce que je fais, ce que nous faisons au Parlement européen. Parce que le Parlement, il a été construit dès sa création, enfin dès qu'il a été élu au suffrage universel direct, pour fonctionner sans majorité absolue. C'est-à-dire qu'on est conduit pour avancer sans cesse, à faire des concessions, à construire des coalitions et à apprendre à se connaître aussi, parce que pour pouvoir échanger des choses, il faut comprendre ce qui est important pour chacun. C'est ce qui a conduit le Parlement européen, depuis ses débuts, à construire un ensemble qui représente plus que la moitié des voix, autour du centre, dont je fais partie, avec le PPE, donc le Parti populaire espagnol, la CDU allemande, le parti de Donald Tusk pour les Polonais, et sur notre gauche, les sociaux-démocrates, avec par exemple le socialiste français Raphaël Glucksmann. Alors, je n'ai pas parlé des Français du côté droit, parce qu'ils sont très à droite du PPE, ce sont les LR. Il y a également les Verts qui parfois s'adjoignent à cette majorité. Nous sommes constitués en groupes pour pouvoir organiser nos travaux. Et alors, on rentre dans la techno-européenne. Il faut que ces groupes aient au moins 27 membres et au moins représenter 7 États différents pour qu'ils soient européens. Tout ça, ça veut dire que chaque député doit faire du chemin vers ses collègues, essayer de comprendre ce qu'il vit dans son pays. C'est d'ailleurs passionnant. Moi, j'ai une nouvelle copine qui est une ancienne ministre finlandaise. On parle beaucoup et j'y vais pour la première fois de ma vie dans quelques semaines. Et elle vit des choses très différentes de mon collègue canarien que je suis allée rencontrer récemment parce que je m'occupe de migration et qu'il y a beaucoup de mineurs non accompagnés qui arrivent aux Canaries. Et toute cette connaissance mutuelle nourrit le dialogue, l'écoute, et c'est d'une grande richesse. Alors pour moi qui ai siégé pendant plus de 10 ans au Sénat, c'est assez différent, parce qu'au Sénat c'est assez simple. Soit on est dans la majorité, soit on est dans l'opposition, qu'on fait boum boum, hein. Soit on est plutôt en soutien, ou tout le temps en soutien, soit on est tout le temps dans l'opposition. Et voilà. Alors que donc c'est plus facile, le monde est plus simple, mais je trouve que c'est plus intéressant et plus plus riche de construire des compromis. Et on voit d'ailleurs que pour piloter la France aujourd'hui, il faut aussi entrer dans cette logique de compromis, de coalition et d'accord. Depuis 1 an et demi, depuis les dernières élections européennes, la situation a un peu changé au Parlement européen parce qu'il y a 2 manières de faire majorité. Il y a la manière classique que je vous ai présentée autour du centre, et puis il y a une majorité alternative possible qui est faite du PPE et des 3 groupes d'extrême droite, puisque nous avons 3 groupes qui sont revenus plus nombreux
au Parlement européen en juin 2024. Et c'est pour nous un vrai changement, une vraie bascule, parce que parfois, sur un certain nombre de textes, notamment relatifs à l'environnement, aux droits sociaux ou à la migration, c'est cette majorité alternative qui fonctionne. Elle est plutôt en train d'essayer de déconstruire un certain nombre d'éléments européens. Et moi je suis plutôt inquiète, parce qu'on en parlera peut-être dans les questions, mais face à l'agression russe d'un Poutine, d'une Russie qui agresse un État proche, l'Ukraine, face au comportement compliqué à comprendre des États-Unis, qui est extrêmement agressif, donc la nouvelle d'hier, le doublement des droits de douane à payer par 8 pays européens, l'Europe ne peut pas se payer le luxe d'être désunie. C'est déjà un peu compliqué, on met un peu de temps à construire des compromis, mais il faut être fort et soudé, surtout face à l'adversité. Donc je forme le vœu pour l'année à venir que cet état d'esprit de compromis, de construction ensemble, reste la voie principale ou la voie unique au Parlement européen. Lors de nos échanges pour préparer cette table ronde, Fabrice Stangel m'indiquait justement que cette culture du compromis et cette co-construction, c'est déjà quelque chose que vous vivez dans votre propre fonctionnement, dans votre gouvernance de votre établissement scolaire. Je pense qu'en effet, cette méthode de la construction collective qui incite l'écoute, le respect de chacun, la compréhension, le respect du point de vue de l'autre, même si on ne le partage pas, mais le respect est central. Et je sais que, en tant que chef d'établissement, vous avez une mission centrale pour le développement de notre jeunesse, centrale dans la structuration de la société. Vous accompagnez nos jeunes. L'Europe, elle est faite beaucoup pour tracer des perspectives d'avenir, donc on fait souvent référence à notre jeunesse, mais vous l'accompagnez au quotidien. Et je voudrais témoigner ici, comme je l'ai fait hier auprès d'un groupe d'entre vous, que voilà, moi je trouve que quand j'essaye de prendre un peu de recul sur mon parcours politique, sur comment je tiens quand je prends des coups, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas d'où ça vient, mais je prends des coups, je me dis que c'est mes éducateurs, mes enseignants, mes parents bien sûr, mes proches qui m'ont aidé à être solide, à avoir des repères et à me rassurer, à me donner confiance. Vous contribuez aussi à ouvrir les élèves aux réalités du monde, peut-être en les protégeant désormais beaucoup aussi, parce que le monde peut être effrayant pour eux. Vous les aidez à construire un esprit critique tellement important dans la désinformation qu'on subit très massivement. Vous les accompagnez sur ce chemin pour qu'ils deviennent des adultes responsables, courageux, prenant des responsabilités, respectueux de l'autre, parce que c'est ce qui caractérise nos démocraties, notre vivre ensemble, c'est qu'on respecte chacun. Et vous leur transmettez par l'exemple aussi, par l'exemple de vos équipes, les valeurs que vous portez de respect, de tolérance et d'écoute. Vous construisez d'une certaine manière cet esprit de compromis auprès de vos élèves. Et je voudrais vous en remercier, parce que la démocratie, pour être vivante, elle a besoin de cela. Elle a besoin de jeunes qui sont accompagnés, qui ont des expériences d'échange et de construction de vivre ensemble. Voilà, j'étais trop sérieuse à la fin. Donc, je profite de ce moment encore propice à la présentation des vœux pour vous dire tout mon soutien pour l'année qui vient dans votre établissement scolaire. Je suis certaine que vous êtes de solides commandants de navires. Je voudrais vous dire combien je souhaite que l'année 2026 soit aussi une année de dialogue politique, social, humain dans vos établissements. Vous souhaitez à toutes et à tous une année riche de découvertes, de surprises et de dialogues. Et vous proposez maintenant de vous applaudir une nouvelle fois vous-même. Vive les chefs d'établissement de l'enseignement libre de France!
Merci à vous, au pas de course même. Merci à vous, Fabienne Keller. Je vous laisse vous installer, prendre place aux côtés de Sylvain Schirman pour poursuivre la discussion. Vous vous connaissez bien, évidemment, on le précise. Il ne s'agit pas de vous opposer, mais vraiment de poursuivre ces échanges. Et je rappelle que vous n'êtes pas des spectateurs passifs cet après-midi. Vous avez la possibilité de poser vos questions via l'excellente appli Snell Event. Des questions qui seront posées donc à Fabienne Keller et à Sylvain Schirman dans les minutes qui viennent. Première de ces questions, puisque ça y est, vous avez le micro, Sylvain Schirman. Pour rebondir sur ce que vous avez dit à l'instant, sur ce temps long, cette construction européenne qui a pris du temps, Sylvain Schirman, vous nous l'avez rappelé, vous nous les avez rappelé, ces différentes étapes. Est-ce qu'il n'y a pas parfois une sorte de dissonance entre la construction européenne à 27 aujourd'hui et puis la nécessité de réagir vite face aux enjeux, l'actualité européenne? Vous parlez de l'agression russe par exemple. Fabienne Keller. Alors on sait réagir vite. Parce qu'on se connaît, on bosse ensemble. Je pense que c'est comme vous dans un établissement. Quand il y a un coup dur, eh ben, votre équipe, vous la connaissez, vous bossez ensemble. Nous, c'est pareil. On a l'habitude de bosser ensemble. Regardez, après le Covid, la vitesse à laquelle on a été capable d'acheter les vaccins. Regardez à la suite de l'agression russe, à quelle vitesse on a su réagir. Puis il y a des trucs extraordinaires qui se passent. La santé, ce n'était pas une compétence européenne. On n'a pas négocié des traités, on a pris la compétence. Et voilà. Parce que la nécessité a fait la loi. On a cette agression russe. Alors, nous, c'est très impressionnant parce qu'on a nos collègues, par exemple, baltes, qui nous en parlent, puisqu'ils ont la Russie est leur voisine, hein, ils ont des frontières communes, et eux, ils se préparent à évacuer. C'est un concept, hein. Ils se préparent, chaque enfant a des papiers d'identité, un passeport, pour pouvoir être reconnu partout en Europe et avoir bénéficié d'un abri, d'une protection. Eh bien, on est capable de faire, on est en train de construire l'Europe de la défense qu'on n'avait pas voulu accepter au tout début des années 50. Mais est-ce que c'est une réalité concrète? C'est pour ça que je disais qu'au goût de certains, ça ne va pas assez vite. Ah ben ça va vite. La Suède et la Finlande étaient neutres. Ils sont maintenant membres de l'OTAN. Les budgets dans le domaine de la défense, on peut le regretter d'ailleurs, hein, parce que ça va venir en concurrence d'autres budgets, ont été doublés dans tous les États, triplés dans certains. Il y a une accélération de l'histoire. Donc je pense qu'on est en capacité de décider. Par contre, on a une faiblesse, mais qui est congénitale, hein, qui est liée à notre histoire, c'est qu'on est nombreux, qu'on a différentes sensibilités. Donc on parle à peu près de la même voix, mais pas tout à fait, chacun avec ses nuances. Moi je dis que c'est la poésie de l'Union européenne, c'est aussi ce qui fait notre force. On croit en la démocratie, on croit dans le respect des États, donc on accepte ces axes stratégiques communs, mais dans une diversité de prise de conscience et d'explications qui restent à l'échelle nationale, mais on est quand même fort. Arrêtons de nous auto-flageller et de dire qu'on est faible. On est 450 millions d'habitants, on est un marché immense, on est une zone de grande innovation, on est une zone de prospérité, hein. On le mesure chaque fois qu'on va ailleurs dans le monde. Donc assumons cette force et ne nous auto-critiquons pas nous-mêmes. Oui, l'Europe peut être forte en cas de besoin. Et on reviendra sur cette notion de marché. Vous êtes revenu plusieurs fois sur la notion de marchandage tout à l'heure, Sylvain Schirman. Avant ça, je vous fais réagir sur cette notion d'Europe de la défense. C'est l'actualité, Sylvain Schirman. Si on replace les choses dans leur contexte par rapport à ce que vous disiez, aujourd'hui, Brest est presque le flanc est de l'Europe à la vitesse des missiles hypersoniques. En fait, je vais vous dire, je vais partir de l'actualité. Je trouve qu'on a un outil qui permet d'agir dans l'urgence dont on se sert malheureusement pas assez dans l'Union européenne. Le traité, Lisbonne, permet ce qu'on appelle les coopérations renforcées. Et il suffit d'être à 9 pays, hein, c'est la limite juridique fixée par les traités, il suffit d'être à 9 pays pour lancer une coopération dans les secteurs que l'on veut, à condition de ne pas empiéter sur les compétences propres de l'Union européenne, c'est-à-dire essentiellement sur les compétences du marché, de la monnaie et de cela. Bon, regardez ce qui se passe à l'est de l'Europe, vous parlez de l'Ukraine, mais moi je vais l'élargir aussi au Groenland. Regardez l'est de l'Ukraine, vous avez des convergences stratégiques
non pas entre les 27, c'est quasiment impossible à réunir. Mais vous avez des convergences stratégiques entre la France, le Royaume-Uni, parce qu'une coopération renforcée permet d'intégrer des non-membres de cette Union européenne, et le Royaume-Uni est un État européen, je le redis avec beaucoup de force, même s'il n'est pas membre de l'Union européenne. Donc vous avez la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, je vois la Pologne, je vois mes 3 États baltes, je vois les États scandinaves qui sont sensibles à cette menace russe et qui ont un degré de coopération en matière de défense qui a commencé, que vous n'arrivez pas à mettre sur le flanc ukrainien en place, par exemple. Il ne faut pas maintenant s'en offusquer avec les Espagnols. Ce n'est pas jeter des pierres, ils ont une histoire différente, ils ont un regard différent sur les questions internationales, ou même avec l'Italie. Et qu'est-ce que j'observe encore? Si je regarde la mission européenne qui s'est déplacée au Groenland en soutien au Danemark avec les manœuvres, je retrouve mes mêmes États. L'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les Danois, avec le soutien des Scandinaves, puisque Donald Trump, vous l'avez lu comme moi, a agressé le Premier ministre norvégien. Donc il est certes pas dans l'Union européenne, ce pays, mais il est européen, et sur les matières de défense aussi là-dedans, pour qu'on puisse peut-être commencer à réfléchir à une coopération renforcée dans ce domaine, plutôt que d'attendre les 27. Vous n'êtes pas anti-européen en le faisant, bien au contraire, les traités le permettent. Et juste 2-3 mots à ce propos, une magnifique coopération renforcée d'avant Lisbonne, mais c'est la logique, Airbus. Vous pensez qu'on aurait détrôné Boeing si on avait attendu que tous les pays de la communauté économique européenne rentre dans un projet d'avionneur. Il y en a qui ont pris l'initiative, point à la ligne, et les autres ne regrettent absolument pas cela. Vous avez un autre exemple, c'est l'Agence spatiale européenne, qui maintenant concerne à peu près tout le monde, mais tous les États européens n'y sont pas. Si quelques-uns n'avaient pas pris l'initiative d'ouvrir la voie de l'espace, eh bien on attendrait peut-être encore. Donc en matière de défense, vous avez cette possibilité des coopérations renforcées dans d'autres secteurs aussi, qui permet d'aller plus vite dès que vous avez un noyau de pays qui sont d'accord pour avancer dans une direction. Et donc je ne désespère pas, et surtout que vous allez y retrouver en matière de défense les 3 grands États, l'Allemagne, qui aura assez vite le premier budget de défense européen, n'est-ce pas, hein, le Royaume-Uni et la France, qui sont des puissances stratégiques que vous ne pouvez absolument pas ignorer, possesseurs de l'arme nucléaire, membres du Conseil de sécurité, donc on est dans les débats stratégiques majeurs. Donc vous réunissez ça avec les Polonais qui ont changé de culture sur ces questions-là, les États baltes, et vous avez déjà un noyau dur. C'est ces solutions-là qu'il faut, me semble-t-il, creuser beaucoup plus que d'attendre les 27 autour d'une Europe de la défense. Parce que juste un mot maintenant sur l'histoire. Ces questions ne sont pas nouvelles, parce qu'il y a eu un projet d'Europe de la défense avant la communauté européenne de défense qui est partie. Ça s'appelle l'Union occidentale. C'est un accord militaire qui a été signé entre les Français, les Britanniques et les 3 États du Benelux. Il remonte à 1948 et on avait créé un budget commun et un état-major commun. Et cet état-major commun entre ces 5 armées, en 1948, a été établi à Fontainebleau, sous le commandement d'un général britannique. Voilà, ça existait. Il y a quelque chose qui s'est passé qui nous a littéralement endormis dans ce domaine. C'était une chance et en même temps ça nous a endormis. La chance, c'est la création de l'OTAN en 1949. Parce qu'à partir de ce moment-là, les Américains, pour parler clair, ont assuré notre sécurité. C'est magnifique en termes de parapluie, mais en même temps ça vous endort. Et voilà pourquoi l'échec de la CED n'a pas été vécu de façon dramatique par les Européens, pour une raison très simple, c'est qu'au lendemain de l'échec de la CED, les Américains ont autorisé le réarmement allemand. L'Allemagne réarme depuis 1955, l'échec de la CED c'est 1954, et ensuite on a intégré ça dans une union de l'Europe occidentale, voilà, une alliance intereuropéenne placée dans le cadre de l'OTAN, et donc on était tranquille. Et donc la coopération, elle se faisait là. Okay, et donc, dès qu'on est dans le régalien dur, défense,
c'est extrêmement difficile d'avancer. Avec les questions d'industriels qui sont derrière forcément, avec des luttes d'influence selon les pays. Question, parce que vous en posez, on vous le rappelle, question de Jean-Pierre, établissement Blanche de Castille, lié à votre fonctionnement au Parlement européen. Blanche de Castille à Paris ? Blanche de Castille, est-ce... Pardon ? À Nice. À Nice. Il y en a un à Nantes, par exemple. Donc, question du travail en commission jusqu'à la session plénière. N'y a-t-il pas un délai trop long pour réagir à l'actualité ? On revient sur cette notion de temps court, temps long. Oui, c'est trop long par rapport à la décision qui pourrait être prise par un chef d'État qui aurait tous les pouvoirs. Mais c'est aussi un temps... Nous sommes des législateurs, en fait. Notre outil, on a 2 outils. On a le droit et l'argent, le budget et les textes. Ça met un peu de temps. Disons, le processus le plus rapide, il met quelque chose comme 2 mois, 3 mois. Ce qu'on a fait, par exemple, sur les certificats Covid. Mais c'est aussi le temps de maturation. Quand vous légiférez, il faut faire attention. D'autant qu'on légifère un texte qui va être décliné en 24 langues et 27 droits nationaux. De plus en plus, on tend à légiférer sous la forme de règlements. Accrochez-vous, il y a les règlements et les directives. Les directives sont des textes d'encadrement. De plus en plus, on légifère par des règlements, ce qui assure que nous avons les mêmes règles dans tous les États membres, mais il faut s'assurer de la conformité au corpus qui existe dans chaque État membre. Donc ça met un petit peu de temps, et on a du mal à descendre en dessous de 2 ou 3 mois, même s'il y a accord sur le fond et sur le principe. Alors après, nous avons 2 chambres. La deuxième chambre, c'est le Conseil des ministres. C'est particulier, c'est comme ça que ça a été construit par les traités. C'est la représentation des gouvernements. C'était l'idée que l'Europe ne doit pas être orthogonale à ce qui se passe en termes national. Et puis on a notre commission mixte paritaire, puisque depuis les difficultés en France, on connaît tous le processus législatif, qui en Europe s'appelle le trilogue, où on négocie avec le Conseil. Et c'est vrai que ces processus peuvent être longs. Ils sont longs s'il y a des opinions très différentes entre ceux qui représentent le peuple, le Parlement, et ceux qui représentent les gouvernements. Mais on se rend compte aussi qu'à l'échelle européenne, on doit discuter plutôt de sujets moyen et long terme, plutôt de stratégie. Quand on fixe les budgets, c'est pareil. Donc ça a vocation quand même d'être des sujets plutôt mûris, travaillés, et qui ne sont pas une réponse un peu mécanique à l'actualité. Mais je prends le point sur le fait qu'on est trop lent. C'est ce que j'entends aussi dans la question de Pierre, de Blanche de Castille, à Nice. De Jean-Pierre, effectivement, à Blanche de Castille. Autre question, parce que vous l'avez évoqué, le passage au suffrage universel et cette question de la représentation, de la légitimité qui revient régulièrement avec les propos et les décisions annoncées par Ursula von der Leyen, la question de la représentativité, l'Europe des peuples, ça va être l'actualité. Là, il y a des enjeux. 2026 sera une grosse année, Sylvain Schirman. Mais écoutez, cette question, pour moi, elle est difficile à comprendre, puisqu'il y a une légitimité. Écoutez, quand vous mettez 12 chefs d'État et de gouvernement dans une pièce, enfin, ou maintenant 27, ils ont une légitimité, puisque, en fait, ils sont les représentants de leurs États qui, dans leur démarche constitutionnelle, leur ont donné cette responsabilité. Comment voulez-vous mettre en question la légitimité de ces personnes ? C'est faire fi du processus démocratique dans les différents États. Je continue. Le Parlement européen, il a une légitimité. Comment voulez-vous remettre en question cette légitimité ? Je ne comprends pas ce procès en légitimité. Parce que c'est un suffrage universel, quand même, qui vous les désigne. Et dans mes États, c'est ou de l'élection au suffrage universel direct ou des systèmes parlementaires qui ont tous leur légitimité. Donc, à mon sens, c'est un faux procès qui est fait, le procès en légitimité. Ce procès, vous ne le faisiez pas pendant les 50 premières années de la construction européenne. C'est à partir du moment où vous avez l'apparition
de façon plus nombreuse dans les urnes de forces alter-européennes ou anti-européennes, que ce débat est mis sur la table, de la même façon qu'à l'intérieur des États, ces mêmes forces mettent en question la légitimité. Moi, j'écoute certains partis, on nous dit on ne consulte pas le peuple, mais le peuple, il vote ses représentants. Si vous n'êtes pas d'accord, participez, critiquez, rentrez dans les commissions. Qu'est-ce que c'est que ce procès? En réalité, c'est exploiter des mécontentements qu'on peut comprendre, pour autre chose qu'une réponse au mécontentement, mais simplement réorganiser les pouvoirs publics comme vous le souhaitez. Méfiez-vous de ce qu'on appelle « je consulte directement le peuple ». Le principe plébiscitaire est un principe que vous retrouvez, je vais le dire avec force, dans les États fascistes systématiquement. Vous chauffez bien une opinion et vous la faites voter. Et elle vote comme vous voulez. Donc attention à ces projets en légitimité. Je ne suis pas contre la consultation démocratique, mais je suis fondamentalement contre l'utilisation des sentiments les plus bas qu'on exploite pour obtenir autre chose que ce qui est le problème à régler. Faites allusion à la montée des populismes. Il y avait aussi certains slogans qu'on entendait pas plus loin que le boulevard d'à côté avec l'actualité de l'accord sur le Mercosur. Votre réaction, Fabienne Keller? Alors, sur cette question de légitimité et de pouvoir, et je dois répondre en même temps sur les agriculteurs, il y a une idée assez fondamentale, mais très, très centriste, c'est qu'en fait, les différents niveaux ne s'opposent pas. L'Europe, elle doit faire ce qu'elle fait mieux que le niveau national ou que le niveau local. Sinon, on appelle ça le principe de subsidiarité. Vaut mieux laisser faire les régions ou les acteurs locaux, ce qu'ils font mieux qu'un regroupement plus puissant. C'est une évidence, par exemple, dans le domaine de la défense, de l'armement, de la construction des nouveaux armements, de l'innovation, dans les nouvelles technologies. On est plus fort à l'échelle de toute l'Europe, on est plus intelligent. Mais sur d'autres décisions, c'est meilleur au niveau c'est plus efficace au niveau plus local. Et comme l'a rappelé Sylvain Schirman, cette idée d'Europe des nations qui serait contraire à l'Europe qu'on fait aujourd'hui, c'est en fait l'idée de défaire l'Europe qui est derrière. Ce qui est assez intéressant, c'est que l'extrême droite vote systématiquement contre les budgets. C'est-à-dire ne veut pas d'Europe, en fait, opérante, ne veut pas d'Europe qui agit, mais récupérer en fait ce pouvoir et cette capacité au niveau national. C'est renoncer à cette dimension qui, pour moi, centriste, au contraire, nous donne une capacité d'agir supplémentaire. Après, l'Europe, elle a tous les défauts. En plus, quand on la critique, elle ne répond pas. Vous avez remarqué? C'est quand même pratique. Parce que l'Europe, c'est qui? C'est compliqué. On parle moins d'Europe qu'on ne parle du niveau national ou du niveau local. Donc, il y a moins d'interaction et ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça que moi, avec Sylvain Schirman, on est très heureux de pouvoir vous parler d'Europe aujourd'hui parce que, vécue de l'intérieur, elle est quand même puissante, elle peut faire des choses, c'est lent, c'est visqueux, voilà. Mais bon, quand on prend une décision, elle devient extrêmement puissante et elle nous permet de mieux nous protéger, de mieux nous sécuriser, de vivre et de protéger nos démocraties aussi. Alors, le Mercosur, ça fait 25 ans... La France a voté non. Pardon ? La France n'y était pas pas favorable. La France a voté non. Mais elle est minoritaire et parce que Mme Meloni, l'Italie, d'abord était d'accord avec nous de le bloquer, puis a changé d'avis, nous avons perdu cette minorité de blocage. C'est un accord qui comporte plein de volets, avec des volets économiques et beaucoup de secteurs économiques espagnols, allemands, ont réussi à convaincre leur gouvernement que cette dimension, cette dynamique était plus importante que les éventuels ennuis qu'on pourrait avoir dans le domaine agricole. Donc c'est les grands pays agricoles, pour vous la faire courte, qui étaient plutôt défavorables. Aux côtés de la France, il y a la Pologne, c'est l'autre grand pays défavorable. Donc il y avait en particulier une inquiétude sur le marché de la viande. Donc on a mis ce qu'on appelle des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire qu'on a dit
la France, Macron, a négocié des clauses de sauvegarde, c'est-à-dire si les prix décalent trop ou s'il y a un volume trop important à un moment donné qui déstabilise le marché intérieur européen, on a le droit de bloquer les importations. Puis on a rajouté des clauses miroirs, c'est-à-dire en disant si nous, on découvre un anabolisant qu'on interdit parce qu'il est dangereux, on a des études qui prouvent, on va l'interdire aussi pour les importations. Mais tout ça n'a pas réussi à apaiser les agriculteurs dans un contexte assez dramatique pour eux de la dermatose bovine, vous l'avez vu à la télé, où on est obligé de... Voilà, c'est les mesures sanitaires qui sont décidées par d'autres spécialistes que moi, par des épidémiologues des animaux. Quand un cheptel est touché, on considère qu'il faut abattre tout le cheptel et qu'on vaccine, mais un peu plus loin parce qu'il y a un temps d'incubation. Ça rappelle le Covid. Sur fond de budget, moi je m'occupe aussi de budget, c'est vrai que les perspectives, les États veulent moins payer, donc le budget européen, pour l'instant, il ne va pas s'agrandir. Donc comme il faut financer la défense, il faut financer la dette Covid, on a un peu moins d'argent pour l'agriculture, sachant que l'agriculture est beaucoup mieux préservée que d'autres politiques, comme la politique de cohésion. Donc on a un enjeu que j'essaye de porter, c'est qu'il faut aussi plus de ressources pour l'Europe, plus de moyens. C'est là qu'il y a peut-être une astuce, je fais un rêve. Dans les accords internationaux, maintenant que M. Trump nous a parlé de doubler les taxes douanières, on a un machin qu'on a créé en 2023, voté, longuement, mais voté, qui s'appelle la mesure de coercition. Et les mesures de coercition, ça peut se mettre en œuvre à majorité qualifiée. Et dans les mesures de coercition possibles, il y a l'imposition d'une taxe sur les GAFA, pour qu'enfin ils participent au financement des services publics. Donc je forme un vœu, c'est que cette taxe qui a été envisagée après le Covid, qui avait fait l'objet d'un consensus de tous les pays de l'OCDE, États-Unis inclus, elle puisse être créée à l'occasion de cette crise. Donc parfois, quand on réfléchit sur le long terme, on remplit la boîte à outils et on peut l'activer à l'occasion d'une opportunité. Vous avez parlé c'était quoi, de contexte, d'un contexte qui rend possible à la majorité qualifiée ce qui était impossible hier à l'unanimité, puisque d'habitude la fiscalité c'est à l'unanimité. Voilà, je suis un peu techno, mais on travaille avec tous ces éléments. Et donc cette crise agricole, ce sont des agriculteurs français, mais aussi européens, qui expriment leur désespoir. On les rencontre, nous discutons avec eux, mais malheureusement, en matière d'accords internationaux, il y a un moment de la décision, elle a été prise et l'accord a été validé, mais le combat continue et le vote, c'est demain pour ce recours contre la Cour de justice pour le caractère non conforme au traité de l'accord du Mercosur. Donc la vie est un combat. Donc au Parlement européen, on ne manque pas de ressources. Et on parlera dans un instant de la question de la souveraineté numérique, de l'Europe, du numérique parmi les défis. Toujours dans cette idée quand même de la représentation, on parlait de légitimité, question de Christopher Battini, Collège Saint-François d'Assise, sur, à tort ou à raison, des sociétés traversées par l'impression que l'UE ne prend pas en compte toutes les aspirations populaires. Vous avez répondu, en tous les cas, Sylvain Schirman, sur ce procès, selon vous, ce faux procès en légitimité. De votre point de vue, comment l'Union européenne peut-elle renouer tout de même avec les peuples qui la composent et sembler plus en phase avec eux? Et derrière la question de comment on passe d'une Europe de marché, qui s'est vue en tant que telle, vous nous avez refait l'historique tout à l'heure, à une puissance globale. Comment les peuples peuvent-ils s'y retrouver alors que certains pays se voient comme une puissance et d'autres se complaisent dans une forme de neutralité, peut-être? Sylvain Schirman, votre avis sur la question? Écoutez, ce que vient de dire Fabienne Keller sur le Mercosur et l'accord, ça permet de rebondir sur ce que vous venez de dire, comment on se voit comme puissance. Il n'y a pas 36 façons de se voir comme puissance. Vous êtes une puissance quand votre parole est écoutée à travers le monde. C'est simple. Si votre parole n'est pas écoutée, si vous n'avez pas de moyens d'action, etc., est-ce que vous êtes une puissance? Non, moi, le mot puissance neutre, je ne comprends pas. La neutralité, c'est valable pour la constitution irlandaise, puisque c'est un pays qui a la neutralité dans sa constitution, mais comme entité géopolitique, que veut dire le mot « une Europe neutre » ? Moi, je suis favorable très largement à ce qu'on appelle une Europe puissance. Et alors là, commençons par le Mercosur, ça permet de répondre à une question.
indépendamment du contenu du traité qui est important, sur lequel je ne vais pas revenir parce que ça a été décrit, mais avec qui on dialogue au niveau mondial? Est-ce que ça ne vaut pas la peine de dialoguer dans le contexte avec les pays d'Amérique latine? Je pense que le président des États-Unis leur pose autant de problèmes qu'à nous, à ces pays. Est-ce qu'on ne tend pas une main? Comment on rentre dans le dialogue? Au niveau des États, ça s'appelle négocier des accords internationaux, ça s'appelle négocier des partenariats, ça s'appelle mettre en place des structures de dialogue inter-ensemble, mais il y en a d'autres qui vont être devant nous comme type de dialogue à ouvrir et qui vont susciter les mêmes problèmes et les mêmes réactions. Je pense, par exemple, au dialogue qui va s'ouvrir immanquablement, et on va parler de nouveaux accords, partenariat commercial avec le marché commun des pays du sud de l'Asie autour de l'Inde. Le chancelier Merz, pour ne pas le nommer, est en train de faire, Mme Keller le sait aussi bien que moi, une pression pour que l'Union européenne regarde de ce côté-là et qu'on aille chercher des accords de ce type. Jacques Chirac, en son temps, parce que c'était un connaisseur des mondes asiatiques, et notamment du Japon, a été en pointe pour un dialogue Europe-ASEAN. Il se poursuit. Donc, est-ce qu'il faut simplement se contenter, si vous voulez être puissance, d'un dialogue avec les États-Unis, ou est-ce qu'il faut multilatéraliser notre dialogue avec les autres parties de la planète? Et là, on s'ouvre des possibilités. Simplement, il faut savoir qu'il faut, dans les partenariats, aussi donner aux partenaires. Vous ne pouvez pas qu'aligner des plus de votre côté. Il faut aussi en aligner chez les autres. Et dans cet accord du Mercosur, globalement, et à très moyen terme, même avec le plus va être favorable à l'Union européenne. Parce qu'il ne concerne pas les agriculteurs, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, qui sont là, ce sont surtout des éleveurs. Je ne vois pas beaucoup de viticulteurs parmi eux, de produits de distillation, je ne vois pas beaucoup de laitiers. Parce qu'ils ont intérêt à exporter. Oui, parce qu'en fait, on le sait, pour toute la filière lait, le traité avec le Mercosur va être bénéficiaire. Donc, voilà, c'est ça les plus et les moins. Mais après, la responsabilité de tout un chacun, et plus particulièrement des politiques, je vais me défausser sur ma voisine de gauche, non, comme ça, c'est quand il y a ce genre de revendications, c'est essayer de discuter avec les acteurs pour essayer de voir comment on peut s'en sortir sans remettre en question cette orientation globale. Voilà. Vous vouliez ajouter quelque chose, Fabienne Keller, par rapport à ce que disait Sylvain Schirman? En tout cas, je reviens sur l'aspect numérique et votre rêve, votre doux rêve que vous évoquiez à l'instant avec la taxe sur les GAFAM. Thierry Breton est bien placé aussi et pourrait en parler. Cette vision d'avenir sur les GAFAM et la nécessaire souveraineté numérique européenne. Le SNEL va avoir son outil IA, comment on l'héberge, mais là on n'est pas dans le temps long, il faut agir tout de suite. D'abord, félicitations au SNEL, je vois que vous êtes branchés, si vous avez une IA estampillée SNEL, c'est formidable d'essayer de maîtriser ces technologies pour pouvoir les enseigner, les encadrer, parce que, bon, moi je suis ingénieur, hein, toute nouvelle découverte est pleine de potentiel et de danger, donc la seule question c'est comment on s'en sert, pourquoi faire. Il y a des usages inutiles, il y en a d'autres qui sont extrêmement précieux. Donc le numérique, nous avons pris la décision en Europe, ce qui était plutôt visionnaire, bien avant que Trump soit élu, d'encadrer les usages du numérique. Et bien, M. Trump, avec tous ses proches, s'emploie à nous empêcher d'appliquer la réglementation européenne en termes techno, DSA, DMA, qui prévoit de faire retirer, d'obliger les plateformes à retirer les contenus haineux, terroristes, les appels à la haine, toutes les recommandations sur les suicides. Nous avons prévu qu'on responsabilise les plateformes pour les obliger à réguler en fait les contenus. Et M. Vance, le premier, il y a 18 mois, est venu à Munich nous expliquer que c'était une erreur fondamentale de l'Europe. Donc
Je pense qu'il y a un modèle européen qu'il faut assumer. Le numérique est un formidable potentiel, mais lui appliquer les mêmes règles que celles qu'on applique sur l'espace public, dans la société, ça nous semble indispensable, et c'est dans cet esprit que nous travaillons. Mais attention, il y a des mouvements contraires. Il y a des mouvements contraires sur la protection des données. Vous savez, vous marquez tout le temps que vous devez consentir. RGPD. Voilà, le RGPD. Ça peut être très ennuyeux, mais en fait, chaque fois qu'on vous le demande, ça veut dire que si vous ne dites pas non, vos données sont retransmissibles, sont vendues. En fait, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de service gratuit. Hein. Quand vous avez un service gratuit, c'est que c'est la valeur de vos données. Et sachez, vous le savez peut-être, sûrement, c'est que les données des Européens ont une très forte valeur, hein, la même que celle des Américains. Les Asiatiques, les Africains, c'est très en dessous. Hein. Donc nos données ont une grande valeur. Et bien, il y a un mouvement en cours, dit de simplification, où ces protections seraient allégées. Je me bats beaucoup avec mon groupe, avec ma présidente Valérie Hayé, dans l'esprit de ce qu'a fait Thierry Breton, avec Stéphane Séjourné, qui est maintenant le commissaire français en charge, pour garder des réglementations rigoureuses. Mais c'est très très compliqué, parce qu'on a en face des gens très costauds, et les GAFAM, par exemple, ont les meilleurs juristes de la Terre. Donc comme le droit, c'est notre outil de travail, quand la Commission européenne fait une procédure contre eux, de temps en temps, elle perd. Alors j'ai dit à la commissaire en charge, qui est la finlandaise, Eeva Virkkunen, j'ai dit vous n'avez qu'à ouvrir 10 contentieux, vous en gagnerez 7 ou 8, c'est pas très grave. Mais les GAFAM, il faut leur montrer qu'il y a des règles, qu'on est une société démocratique en Europe qui souhaite pouvoir les faire appliquer. Donc maîtriser ce monde du numérique, c'est important au niveau européen, c'est important, on y travaille, mais vous avez vous aussi un travail essentiel à faire d'encadrement de ces usages, d'aide aux usages utiles, précieux, auprès de tous les jeunes que vous formez. Donc merci pour ça. Et l'éducation à l'usage justement du numérique, ce que font les chefs d'établissement ici devant nous. Pour conclure, parce qu'on s'approche de la fin de cet échange, Sylvain Schirman, vous aussi, votre doux rêve pour finir, on parlait de ces défis de l'Europe à l'avenir, quel serait-il ce vœu à formuler, votre vœu le plus cher pour l'Union européenne? Mon vœu le plus immédiat, c'est qu'on mette en place une coopération renforcée en matière de défense. Ça, immédiat. Ça fera bouger beaucoup de lignes. Parce que pour juste 2 mots, le pouvoir des GAFA s'explique aussi par notre retard technologique dans un certain nombre de domaines. Et donc la question de souveraineté, elle se pose à tous les niveaux. Mais commençons par essayer de regarder dans les yeux les autres parties de la planète, mais droit dans les yeux. Et donc, ça peut passer par une coopération renforcée. Et mon vœu le plus cher serait qu'en matière de défense, on commence à sérieusement avancer dans ce domaine. Merci Sylvain Schirman. Vous avez formulé vos vœux. Un tout dernier, Fabienne Keller. Alors, je forme le vœu que tous les jeunes Européens puissent grandir en se rendant compte de la formidable richesse qui est à côté d'eux, qui leur est accessible parce qu'ils ont le droit de circuler librement, ou ils peuvent vivre sereinement puisqu'ils sont protégés par la Carte européenne de la santé. Je sais qu'il y a pas mal de vos établissements qui ont des projets européens, mais si vous pouvez développer ces premières émotions, ces premières expériences, ces premières rencontres européennes auprès de vos élèves, ça sème une graine d'Europe, et je trouve que ça donne beaucoup d'idées, ça rend curieux, ça permet d'ouvrir l'esprit de nos jeunes, et donc j'ai envie de vous solliciter pour ça, parce que je fais un rêve, c'est que tous nos jeunes dans les différents pays d'Europe aient la chance de vivre comme ça pendant leur temps d'enfance et d'éducation, une expérience européenne qui les enrichisse pour leur vie entière. Formidable teasing, Fabienne Keller, sur la table ronde de demain. Ça veut dire que vous revenez. On vous retrouve en J2. Merci à vous. Applaudissements pour Sylvain Schirman et Fabienne Keller.